Je crois que c'est à ce moment-là que ce personnage aura su me toucher comme aucun autre. Rien qu'avec cette scène, où il souhaitera simplement devenir meilleur. Une version plus douce et forte de lui-même. Mais entre nous, ce n'est pas le premier protagoniste que je vois vouloir s'améliorer. C'est même souvent le fer de lance de beaucoup d'œuvres majeures. Donc, qu'est-ce qui peut vraiment le différencier des autres? Eh bien, pour répondre à ça, je pense qu'on va devoir revenir un petit peu en arrière. C'est au XIe siècle que l'histoire prendra place, au cœur d'une énième bataille dans le royaume des Francs. Oui, c'est chez nous. Pour une fois, ce n'est pas une histoire qui se passera au Japon ou aux États-Unis, même si pour le coup cela ne va pas dépeindre une très glorieuse image de notre pays, qui à force de se taper dessus sera la cible des manigances du premier personnage important que l'on nous introduira, Askeladd, leader rusé et opportuniste d'une petite troupe de mercenaires qui compte bien tirer profit de ce climat de violence, afin de pouvoir vendre ses services au plus offrant. Il ne lui manque donc plus qu'à envoyer quelqu'un afin d'engager les négociations avec un éventuel client, et celui qui sera désigné sera un jeune garçon aux airs plutôt maussade, Thorfinn, qui avec sa meilleure Naruto Run s'élancera dans cette zone de guerre en tant que héros. Héros AUT, pas OS. Même si oui, c'est le héros de l'histoire. Le pire, c'est qu'il devra converser avec des personnes qui ne parlent même pas sa propre langue. Sachant que par la suite, il devra prendre la tête du général ennemi tout seul. En gros, actuellement, Thorfinn, c'est un peu le stagiaire que l'on envoie faire toutes les tâches impossibles. La bataille suivra son cours et sera remportée grâce au plan d'Askeladd qui donnera une scène, ma foi, plutôt stylée. Et un peu aussi le fait que Thorfinn réussisse la tâche qu'on lui aura imposée. Mais si ce dernier s'est échiné à faire tout cela, c'est dans la possibilité de se accéder à son unique requête, celle de pouvoir affronter de nouveau le chef dans un duel à mort. Et ce combat permettra de faire deux choses. Déjà établir les rapports entre ces deux personnages fraîchement présentés, où l'on verra d'un côté un garçon fonceur aux capacités martiales des plus létales, mais qui se laisse facilement aveugler par sa rage, qui justement sera le meilleur moyen pour Askeladd de par son sang-froid de dominer son adversaire sans même prendre en compte la force physique. Donc d'un côté on a la folie de la haine et la jeunesse, et de l'autre le côté plus calculateur et détaché de la maturité. Mais le plus important, c'est le second point qui sera établi. C'est que si Thorfinn se comporte ainsi, c'est parce qu'Askeladd ne serait autre que celui qui a tué son père. Attendez, pause. Je crois que j'ai loupé une partie. Oui, je pense qu'il est important de préciser que ce que je vous raconte actuellement, c'est le début du manga. Vu que dans le premier chapitre, il nous plonge directement dans le présent. C'est seulement l'anime qui aura fait le choix de partir directement sur le flashback, qui justement correspond à la fin du tome 1. Donc au moins je rassure les anime only qui pensaient que j'étais passé directement à l'épisode 7. Mais ne vous inquiétez pas, c'est maintenant que tout va se rejoindre. La suite du manga correspondra donc à là où prennent place les 10 premiers épisodes de l'anime, donc 10 ans plus tôt, où le Thorfinn taciturne et défiguré par la haine n'est encore qu'un petit garçon tout rêveur, écoutant avec assiduité les aventures de Leif Erikson, lui racontant qu'au travers de ses nombreux voyages, il aura découvert une terre nouvelle, un endroit bien loin par-delà la mer. Ce qui est fou avec cette histoire, c'est que c'est celle avec un grand H, car l'auteur Makoto Yukimura se sera basé sur le véritable Leif, un aventurier qui serait supposé avoir été le premier Européen à avoir posé le pied sur le continent américain, presque 500 ans avant Christophe Colomb, cette grosse fraude. Mais tout ça, on va le garder pour plus tard. Mettez Leif de côté, genre dans l'endroit où on range les personnages qui vont influencer notre protagoniste. Surtout qu'on va justement faire la connaissance d'un autre très important, qui n'est autre que son père Thors le Troll, une légende parmi l'ordre tout aussi légendaire des mercenaires vikings, les Jomsvikings. Ses prouesses au combat ont fait de lui l'homme le plus fort de l'histoire. Sa simple présence peut retourner des batailles, voire même des guerres toutes entières. Pourtant, il laissera tout derrière lui à la naissance de son premier enfant, refaisant sa vie bien loin de tout ça et aura son premier fils qui n'aura rien connu de tout ça, et qui donc ne comprendra pas pourquoi son père ne partagera pas la joie des hommes du village à l'annonce de la guerre. Pourtant, la réponse est simple. La guerre, c'est la violence. Et la violence doit être dirigée vers ses ennemis. Sauf que, vous le savez, personne n'a d'ennemis.
Mais ça, malheureusement, c'est quelque chose que l'on ne peut comprendre sans l'avoir vraiment vécu. Donc Thorfinn, afin de pouvoir arriver au stade de son père, va devoir passer par les pires pans de la psyché humaine, passant par la perte d'un être cher, la haine, la violence, et surtout porté par un désir de vengeance qui, au lieu de le guider, le rendra plus aveugle que n'importe qui. La saison 1 aura pour but de nous montrer tout cela, la folie des hommes qui penseront accomplir leur destinée sur le sentier de la guerre, mais une fois arrivés, verront que finalement il n'y a rien de bon qui les attend. C'est un propos qui se prête extrêmement bien, surtout si on connaît les croyances et religions de l'époque, vu qu'il est de notoriété publique que le peuple scandinave était porté par des croyances polythéistes, avec une conception assez particulière du passage vers l'au-delà, où chaque homme se doit de mourir dans l'honneur qu'apportent les batailles, et ce sera ainsi que lors de cette glorieuse fin, les Valkyries guerrières des dieux viendront les chercher afin de les emmener au Valhalla. Bon, en vrai c'est un peu plus compliqué que ça, mais c'est ce qu'on va retenir. C'est donc de par cette culture que tire ce fameux engouement pour le peuple du Nord pour la guerre. Et le meilleur exemple de tout cela, c'est Thorkel. Il incarne de la manière la plus caricaturale tout cet héritage. Sa constitution et son tempérament ne le rendent limite fait que pour cela, représentant de la manière la plus absolue cette vision du monde et de ses batailles. Il a été jusque rejoindre le camp adverse histoire de pouvoir faire la guerre plus longtemps. Il sera bien là pour nous rappeler que c'est quelque chose d'ancré en eux, quelque chose que personne ne viendra révoquer. À moins que... Bon, je pense que c'est le bon moment pour vous introduire un personnage majeur de Vinland Saga, si important qu'il incarne clairement le miroir avec le protagoniste. Et ce personnage, c'est Knut. Knut, c'est pour moi le top 3 des personnages les plus intéressants de l'œuvre, mais en parler entièrement, ce serait vraiment très long. Donc on va plutôt se tenir à son développement idéologique, et surtout le rapport que ça a avec le personnage principal. Car contrairement à ses pairs, ce dernier aura été touché par une autre culture religieuse, le christianisme, qui était très important au sein du continent européen. Et ici, ce sont des préceptes un peu moins meurs glorieusement dans la bataille, mais plutôt tends l'autre joue et aide ton prochain. Bien sûr, je simplifie les deux cultures, vu qu'on est là pour parler manga avant tout. Ce personnage sera donc, comme je l'ai dit, le reflet de notre protagoniste. Tandis que l'un est une bête sauvage sans nom, l'autre est une brebis au sommet d'un pays. Même si cela s'accompagnera d'un changement drastique pour le jeune prince, qui étrangement entraînera immuablement celui de Thorfinn. C'est ainsi que s'achèvera la première saison de Vinland Saga. Et aussi étrange que cela pourrait paraître, on n'aura que très peu de mise en avant du protagoniste, car tout le long, celui-ci ne sera qu'un outil pour Askeladd, un jouet pour Thorkel et l'objet de pitié pour Knut. De même pour son objectif, il ne l'atteindra jamais. Askeladd se sera sacrifié pour sa cause, laissant donc Thorfinn seul. Il faut savoir qu'Askeladd est un personnage que l'auteur n'aura développé que dans l'unique but d'amener le développement de son personnage principal. Sa ruse, ses ambitions et toutes ses réflexions ne sont qu'une extension de la relation étrangement paternelle qu'il aura entretenue avec Thorfinn, qui lui tout du long n'aura jamais eu de volonté propre. Sauf que désormais mort, il devra donc combler le vide qu'il créera par la suite. C'est donc avec ces dernières paroles qu'il nous rappellera le véritable propos de l'œuvre. C'est quoi être un vrai guerrier? Pour y arriver, on va devoir passer par ma phase de développement de personnage préférée, l'arc de rédemption. Il faut savoir que Makoto Yukimura aura avoué avoir été profondément marqué par le climat de tension durant la guerre froide et les retombées d'un certain événement arrivé en 2001 que je ne citerai pas pour éviter de me faire démonétiser. C'est donc comme ça qu'il projettera ses inquiétudes sur son protagoniste, afin de pouvoir partager au monde ses réflexions sur le sujet. Mais afin de pouvoir raconter une histoire assez fidèle et un tant soit peu crédible, il fallait que ce dernier vive des traumatismes plutôt importants. Donc comme on l'aura cité au début, la perte d'un être cher, des échecs et surtout une aversion naissante pour le conflit. Donc tout ce qu'on aura vu précédemment explique pourquoi j'ai pu survoler aussi vite la première saison quand on parle uniquement de Thorfinn. Elle ne sert qu'à rendre plus tangible ce que Vinland Saga aura à nous offrir pour la suite. Tout cela n'était qu'une introduction.
C'est donc à la fois un nouveau point de départ, mais aussi celui de rupture de l'œuvre. Ceux qui auront continué de voir Thorkell et Askeladd comme de simples guerriers servant à montrer des combats stylés finiront comme ce viking rendant l'âme sur le champ de bataille, en proie à une terrible désillusion. Fini le tumulte des batailles, enfin du point de vue des assaillants. Maintenant nous prendrons la place des impuissants, celle de ceux qui n'auront rien demandé de tout ça. Et c'est Thénar qui sera notre guide pour cet arc. Simple victime de la guerre, il finira revendu esclave auprès d'une ferme où son camarade de besogne sera un jeune et taciturne garçon, qui ne semble plus avoir vraiment de raison pour ne pas mourir. Enfin, c'est ce qu'il croyait. Car ce qui bloquait jusqu'ici Thorfinn n'était pas l'absence d'objectif, mais la peur de sa liberté nouvelle, vu que malgré son statut d'esclave, il n'a jamais été aussi peu enchaîné qu'actuellement. L'arc de la ferme sera donc un peu plus intimiste, où on prendra le temps d'explorer la moindre évolution de pensée de notre héros, qui justement jusque-là n'avait jamais vraiment pensé à son avenir. Sauf qu'avant de pouvoir se tourner vers ce dernier, il devra d'abord affronter son passé la nuit et faire face au présent le jour. C'est donc au gré de la création de son champ avec Einar que Thorfinn cultivera le nouvel homme qu'il sera, délaissant la destruction pour la création, embrassant une vision du monde nouvelle que Thor et Askeladd n'auront pu finalement atteindre. Mais vouloir la paix est une chimère, vu que cette dernière n'est même pas conçue de la même manière par chacun. C'est d'ailleurs pour cela que sa confrontation avec Knut en fin de saison sera sa dernière épreuve afin de savoir si Thorfinn mérite sa liberté. Et malgré le fait qu'il n'aura porté le moindre coup à son adversaire, notre protagoniste aura quand même su faire plier celui qui se présentera comme être l'homme le plus puissant du monde. Pour une raison que j'ignore, les arcs où le personnage principal va faire évoluer sa vision du monde dans la culture d'une quelconque terre agricole, et ben étrangement c'est les meilleurs. Donc si vous voulez vous lancer dans l'écriture d'un protagoniste d'exception, vous savez quoi faire. L'arc de la ferme, c'est pour moi l'un des meilleures prémices de rédemption que j'ai vu. C'est même justement le fait qu'il ne ressemble absolument pas au précédent arc qui fait que ce dernier est réussi. Mais pourtant, mon arc favori de Vinland Saga n'est absolument pas celui-ci. Surtout que la vraie difficulté de la voie que vient de prendre Thorfinn ne sont pas ses engagements, mais plutôt sa capacité à s'y tenir. Et c'est justement ce qui fera tout l'intérêt de l'arc suivant. Et oui, je préviens, si t'es seulement animé only, on va passer à une partie spoil. Renoncer à la violence. Jusqu'où vraiment cette philosophie pourra être tenue? Je vous avoue que c'est un sentiment un peu sadique qui m'habite lorsque je me retrouve face à ce genre d'histoire. Vous savez, le genre où le personnage principal se voit confronter les limites de ses principes moraux. Batman qui ne tuera pas le moindre criminel, Peter Parker qui devra se surpasser pour assumer ses responsabilités, ou encore Itadori Yuji qui se rendra compte qu'il ne pourra donner une mort digne à chacun. Certains réussiront, d'autres fauteront, parce que c'est un peu le propre de l'homme. Mais pour le cas de Thorfinn, l'échec n'est pas vraiment possible. Et pourtant, les raisons de faillir sont bien présentes. Je me répète, mais c'est la partie de son développement que je préfère. Et j'essaierai de mettre les mots justes sur ce que j'aurais pu ressentir en la découvrant. La plupart des gens finissent souvent par prétendre la paix tout en faisant la guerre, vu qu'en même temps c'est une voie bien plus facile que ce dans quoi Thorfinn s'est lancé. Enfin bon, Knut lui aussi malgré tout se verra hanté par les fantômes des sacrifices qu'il aura fait. Et ici on voudra absolument pas de pirouette scénaristique où notre protagoniste pourra faire une exception, un petit moment où il pourrait revenir sur sa règle de ne plus tuer. Non, ici on veut que le moindre petit pas en arrière soit un synonyme de mort. Et pour le coup, Makoto Yukimura nous aura pris au mot. Car je vais devoir vous parler d'un de mes personnages préférés, Hild, qui sera ici la version bien réelle des fantômes du passé de Thorfinn. On aura donc le droit à un personnage défiguré par la haine, mais aussi au sens propre. La chassée qui est devenue le chasseur. Elle aura désormais le pouvoir d'exercer sa vengeance sur celui qui, sous couvert de la sienne, l'aura fait souffrir. Et je sais que briser le cycle de la haine, c'est un sujet qui revient très souvent. Mais en temps normal, c'est plus le dernier maillon qui cherche à briser cette chaîne. Sauf que là, c'est bien Thorfinn qui devra se racheter aux yeux de Hild. Et c'est pour moi le meilleur personnage possible pour illustrer la réussite ou non de notre protagoniste. S'il estime qu'il aura échoué à la convaincre de son repentir, eh bien nous aussi. Mais en revanche, si... non. On en reparlera plus tard. Tout cela n'est encore qu'une amorce, celui d'un arc centré autour d'un conflit, qui nous sera amené de par l'héritage familial de Thorfinn, une dette de sang. Ce qui nous donnera donc la première grande épreuve du guerrier en devenir, renoncer entièrement à la vengeance. C'est donc la raison qui donnera cette fameuse scène qui m'a servi d'introduction, celle qui le poussera à souhaiter à se surpasser pour l'avenir. Et être plus fort, mon dieu, c'est le minimum qu'il aurait pu demander pour la suite. Car arrivera rapidement la confrontation avec le véritable commanditaire de la mort de Thor. Thorfinn sera donc confronté au passé, au présent et au futur. L'origine de toute sa souffrance. Elle se retrouve là,
face à lui. Son esprit lui hurle tout comme ses pairs vengeance. Mais comment pourrait-il céder à ce désir égoïste quand ce dernier aura demandé à d'autres de renoncer à faire de même? S'il cède, il ne sera plus le même. Enfin, il redeviendra plutôt celui qu'il était pour quelques instants. Car réouvrir la porte à cette haine laisserait donc entrer celle des autres qui l'emportera là où il était condamné à résider pour l'éternité. C'est ici le choix le plus lourd que Thorfinn aura eu à faire de sa vie. Le genre de choix qui aura causé la perte d'Askeladd. Celui qui aura aussi tué Thor. Ici, tout le monde vit ou tout le monde meurt. C'est ça le genre de choix auquel devra faire face un véritable guerrier. Et finalement, l'échec de ses prédécesseurs lui aura montré ce que ce dernier ne pouvait voir au moment décisif. C'est donc ainsi, en réussissant à se détacher complètement de son héritage viking, que Thorfinn se libérera aussi de la raison pour laquelle Makoto Yukimura aura fait le choix de centrer son histoire autour de ce peuple, qui historiquement n'aura mené qu'une vie de guerre, de vol et d'atrocité. Sauf que le véritable Thorfinn qui a servi d'inspiration n'est pas un barbare de la sorte, et encore moins un commerçant. Non, si l'histoire l'a retenu, c'est pour sa qualité d'explorateur, en tant que celui qui montera aux côtés de Leif Erikson une expédition pour le Vinland, oui, tel qu'il sera décrit dans le manga, car la saga sur ces terres n'est pas sortie elle-même de la tête de notre auteur. Au contraire, ce dernier aura su extraire pas mal de véritables événements historiques afin d'encore plus confondre la limite entre la réalité et la fiction. C'est un peu ce qui rendra notre protagoniste si tangible, si humain. Au point que notre question ne sera pas s'il se tient auprès des plus grands du genre, mais plutôt est-ce que notre Thorfinn réussira ce que son homologue bien réel n'aura su faire. C'est ce qui donnera donc une grande saga au travers les mers où les batailles les plus importantes se mèneront avec des mots, qui étrangement provoqueront de plus grandes prouesses que tout ce que pourrait faire le plus puissant d'entre nous. Mais ça vous le savez un peu depuis le début vu qu'Askeladd nous l'aura montré. Mais c'est que maintenant que Thorfinn l'aura compris, car au travers de ces derniers tomes, il aura su mettre encore plus à profit les enseignements de ses pairs. Ces mots de fierté prononcés par Leif nous feront comprendre une chose. La dernière leçon de ses pairs acquise, ce sera à son tour d'en devenir un. Mais pas que ça, aussi un mari, un leader, un ami, bref, ce qui fera enfin partir l'épée de Damoclès qui lui pesait depuis le début. Car Thorfinn est désormais à nos yeux un véritable guerrier. Cette scène est l'une des rares qui aura su m'émouvoir uniquement par le dessin. Alors j'imagine même pas le jour où ce sera animé avec les bonnes musiques et le jeu des acteurs. Alors que je ne fais même pas partie de ce genre de personnes qui pleurent devant des films. Sauf Dragon Ball Evolution, mais c'est pas pour les mêmes raisons. Mais entre nous, ne pas avoir d'ennemis, est-ce que ce serait pas un message un peu trop idéaliste pour un manga comme Vinland Saga? Cette quête ne serait-elle même pas trop inaccessible pour un protagoniste et le genre d'histoire qui nous est dépeinte? Au début de cette vidéo, j'ai fait exprès de le comparer à d'autres protagonistes, qui pourtant n'auraient pas lieu d'être pris en compte dans l'analyse de Thorfinn, car chacun que j'ai montré viennent tous de mangas type shonen, donc le genre a visé un public bien plus jeune, alors que Vinland Saga est bien un seinen, et s'oriente vers un lectorat plus à même de lire des histoires plus nuancées. Mais pourtant, selon moi, Thorfinn n'a rien à voir dans sa construction avec ses homologues. Il a beau être inspiré d'un personnage historique comme Musashi, sa quête intérieure n'aura pas le même impact. Il aura sombré dans la vengeance et la haine comme Guts, mais cela n'était qu'un outil pour l'auteur pour amener à son propos principal. Et cette obstination à tenir son idéal a plus l'ordre d'un trait de personnage de shonen. Sauf qu'ici, il se verra confronté à une réalité plus nuancée du monde, qui nous posera quelque part dans une certaine impasse. Car dans le vrai monde véritable, personne n'a vraiment raison. Ou personne n'a tort, c'est comme vous voulez. Mais pourtant, Thorfinn aura prouvé par sa volonté et ses réflexions que bâtir une terre de paix sans utiliser la violence est possible, sans que ça lui donne réellement raison sur Knut, qui comme lui converge vers un idéal similaire mais avec des moyens complètement différents. Et aussi, ça ne veut pas dire que Thorkel avait tort, ou selon lui, la guerre ne peut être éradiquée, car selon ses dires, s'il y a plus de 3 personnes au même endroit, le conflit naîtra. C'est donc là que Thorfinn, au travers de son voyage, ne s'efforcera pas à prouver qu'il avait raison. Il aura choisi de faire ce qui est juste. Donc ça me fait penser que si aucun ne détient la vérité sur l'autre, cela ne fait que prouver qu'au fond, personne n'a vraiment d'ennemis. Cela fait que la seule concurrence qu'on pourrait trouver à Thorfinn, c'est lui-même, enfin le véritable lui. Dans la saga de Éric le Rouge, Thorfinn Karlsefni et sa colonie auront échoué à s'établir au sein du Vinland. Et actuellement, dans le manga, l'arc concernant cette colonisation touchera bientôt à sa fin. Donc la question encore en suspens est est-ce que notre vrai guerrier trouvera la réponse à toute cette histoire? Réussira-t-il là où l'autre Thorfinn avait échoué?
Je pense que ce qui fait de Thorfinn un personnage aussi bien mené dans sa construction et ce qui le motive désormais, c'est le fait que son auteur aura été fait un peu du même bois. Cette profonde envie de fuir la guerre et de faire savoir aux autres qu'il est possible de changer est ce qui l'anime. Thorfinn n'a pas été créé par un monstre sanguinaire, mais plutôt par la représentation la plus fidèle que l'on pourrait se faire d'un vrai guerrier. Makoto Yukimura, de par son aversion pour la violence et son envie de parler de l'amour, la mort et la vie, aura su donner naissance à l'un des meilleurs protagonistes connus. Déjà, pour cela, il a tout mon respect. Et puis regardez-le, il est pas un peu mignon? I love you, my fan. Le changement. C'est le maître mot lorsque l'on évoquera le personnage de Thorfinn. Il aura su évoluer pour le mieux. Mais ce qui en aura fait un personnage aussi exceptionnel, c'est que non seulement il aura fait changer d'autres que lui au travers de son voyage, mais surtout que ces autres, c'est un peu aussi nous. 自分の意思で自分の望む方へ変わることができるかどうか、僕は大いにできると思います。そのトロフィンもそのつもりで書いています。成長するっていうことが人間の希望だと思います。 Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. J'espère qu'elle t'a plu, si c'est le cas, tu sais comment ça fonctionne. Cette vidéo, c'est totalement un test pour moi. J'ai en tête d'en faire d'autres dans ce style où je parle de protagonistes, et pas forcément que de seinen, même s'il y en aura sûrement pas mal. En tout cas, si l'idée te plaît, n'hésite pas à me faire des suggestions en commentaire. Cette vidéo sortira encore une fois en retard, puisque pour l'enregistrer, ça a été assez compliqué. Je pense qu'en début de vidéo, ça devait s'entendre à ma voix. Voilà, j'ai fini le passage où je raconte ma vie, de toute façon, c'est le passage où tout le monde est déjà parti. Mais si t'es encore là, déjà merci et n'hésite pas à passer sur Twitch. C'est toujours l'occasion de discuter d'ici la sortie de la prochaine vidéo. En tout cas, on se retrouve pour la prochaine et j'ai toujours pas d'idée d'outro. De toute façon, faut arrêter là les histoires de commu et tout. Voilà, entre nous, est-ce que avant tout, on n'est pas tous des fans de manga? Tier list, communauté manga, on va voir c'est qui les gros débiles.